Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Ben, je vais commencer par me présenter, hein, Salvatrice Tranchina. Donc je m'occupe plus de la partie, on va dire, organisationnelle, pratico-pratique de l'électrobrain, des épreuves, partie francophone. Thierry s'occupe plutôt de la partie technique. Alors on a, cette séance d'information, beh, Thierry va y revenir tout de suite. Je propose de faire vite un petit tour de table, comme ça, on sait qui est autour de la table et voilà, je te laisse démarrer Thierry. Ok. Bonjour, bah, mes revœux à tout le monde aussi. Donc moi c'est Thierry Bis et je m'occupe de toute la partie technique et logistique pour l'organisation d'Electrobrain. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je vais le faire. Bonjour, moi c'est Mohamed, professeur de CT et de PP à l'Athénée Royal Alfred Verrouet depuis une quinzaine d'années. C'est la première fois pour Electrobrain. OK, à Bruxelles alors, on est bien d'accord? Oui, à Bruxelles. OK, parfait, merci. Frédéric Petit, prof de CT à l'Athénée Royal via le Sam Manet, et on a participé à Electrobrain il y a quelques années, et puis voilà, on recommence cette année. Super, bienvenue. Merci. Moi, je suis Marc Ettelbuter, formateur principal à l'IFA PME de Namur. Je sais pas la quantième fois que je fais l'Electrobrain, depuis le début. Ouais, tout à fait. Voilà. Bah, c'est super, hein, d'avoir des centres fidèles et des écoles fidèles à notre électrobrain. Alors nous avons encore 2 Oui. personnes, je Moi, pense. c'est Laurent Aubry, professeur de cours pratiques à Saint-Henri-Moucron. Et je le fais déjà depuis plusieurs années et je vois que j'arrive pas à mettre ma caméra, donc je suis l'homme invisible. OK, c'est pas grave. Et alors on a une dernière personne, je pense? Ou est-ce qu'on a fait le tour? OK, bah, apparemment on a fait le tour de tout le monde. On peut commencer Thierry, merci. Ok, parfait. Allons-y. Donc, voilà la petite vue d'ensemble. On va revenir un petit peu sur le règlement. Après, je vais vous parler brièvement de l'épreuve présidentielle et un peu plus en profondeur de la nouveauté, parce qu'il y a une petite nouveauté cette année. Les documents d'assessment que vous recevrez en fin de session, et après également la partie industrielle, qui a la même architecture, hein. Donc, il y aura un petit peu de redondance, mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Donc, de manière générale, je pense que la plupart d'entre vous le savent, la journée commence à 8h30, on accueille de 8h30 à 8h45. À 9h, on commence les épreuves. Jusqu'à 12h30. À 12h30, on a le lunch qui est prévu par nous. On reprend le boulot à 15h, à 13h. À 15h30, en principe, on arrête les épreuves. Quoique, si jamais certains candidats veulent continuer, ils le peuvent, tant que ça rentre dans le planning de l'évaluateur. À 16h15 ou plus tard, il faut commencer le démontage. Voilà. Donc, de 16h15 à 16h45, ça fait une demi-heure. Et à 16h45, en principe, tout le monde est censé avoir fini et on quitte le locaux. Le but d'Electrobrain, en fait, c'est de tester les connaissances et les compétences des candidats dans les domaines suivants. Donc, on a plusieurs compétences qui sont reprises et qui rassemblent un tas de sous-postes. Donc, la technologie, les réglementations, les méthodes de montage et de câblage. Donc, il n'y a pas de résultat le jour même, mais un retour d'information orale aux élèves et les professeurs reçoivent les informations par la suite. On insiste sur le fait que la tenue de travail doit être correcte, donc pas venir en sandales et maillot, hein. Le déjeuner sera offert au candidat, donc comme je l'ai dit. Alors, le test se compose en 3 parties. Il y a une partie théorique sous forme de QCM qui se déroule en ligne, dans le centre de formation ou même chez le candidat, ça à voir. Il doit être réalisé au plus tard une semaine avant le test pratique. Voilà, ça c'est l'idéal. Donc, chaque candidat, s'il a réussi, reçoit un document d'évaluation, on y reviendra après. Et il y aura également un document d'assessment qui reprend les différentes compétences pour lesquelles il était plus ou moins bon, mais j'y reviendrai après aussi. Donc, concernant les modalités pratiques, c'est l'école qui prend en charge
le transport des candidats. Les candidats doivent également posséder leur propre outillage. Et les accompagnateurs ou les professeurs sont tenus d'informer correctement les candidats sur les points suivants, donc concernant principalement l'horaire, le matériel à rapporter et les règles de sécurité. Et le règlement est disponible sur notre site web également. Il y a un tas de documents qui sont téléchargeables et ils seront là à votre disposition pour le transmettre au candidat. Donc, les candidats sont dans un cadre précis. Alors, en principe, je dis bien en principe, ils ne sont pas censés discuter entre eux. Bon, après, ils peuvent échanger un mot ou deux, on n'est pas non plus à l'école primaire. Concernant l'usage du GSM, il est autorisé. Donc, en gros, si un candidat a besoin d'avoir des informations sur un composant, sur quoi que ce soit, il peut aller sur Internet avec son téléphone. En fait, le but, c'est de les mettre dans des conditions comme dans la vie réelle. Donc, voilà, quand on est sur un chantier, qu'on a besoin d'infos, là, on se débrouille pour les trouver. Il y a également des fiches techniques qui sont à leur disposition. Voilà, si jamais un candidat n'a pas de téléphone ou n'a pas accès à Internet, il peut toujours aller se référer à ces fiches techniques. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des boîtes à outils avec le nom du candidat dessus. Ça évite les petits quiproquos de fin de journée. Alors, tout ce qui est composants matériel électrique, c'est nous qui vous le fournissons. On insiste pour que les candidats aient des tournevis appropriés pour le serrage des vis. Donc, on a une liste de matériel, on y reviendra après. C'est important parce que si jamais ils n'ont pas le tournevis adéquat, en fait, ce qui se passe, c'est que les têtes de vis se détériorent et on doit remplacer du matériel qui est encore fonctionnel, mais uniquement parce que les têtes de vis sont abîmées. Donc, à la fin du test, le candidat démonte son installation. J'insiste sur le fait que ça compte pour des points. C'est souvent une phase qui est bâclée. Régulièrement, on retrouve des tableaux mal démontés avec des câbles coupés à ras, entre autres au niveau des borniers de terre. Il faut savoir que ça compte pour des points et que ça a un impact pour les candidats suivants aussi. Donc ça, insistez bien auprès de vos jeunes pour le dire. Donc, concernant les règles de sécurité, on insiste sur le port des EPI. Donc, on demande chaussures de sécurité et lunettes de sécurité. Le reste, c'est nous qui le fournissons. Donc, au niveau des mises sous tension, on fournit les gants isolants et les écrans faciaux. Voilà, donc les candidats ne sont pas autorisés à effectuer des mesures ou des tests en direct sans la supervision d'un évaluateur. Donc, systématiquement, c'est l'évaluateur qui supervise la mise sous tension. Voilà. Et cette année-ci, on a également clarifié les choses concernant le port des lunettes de sécurité. Parce qu'il y avait une zone floue auparavant, donc en gros, maintenant, les lunettes sont obligatoires. Voilà. Donc, concernant le respect de la vie privée, il faut savoir que Volta attache une grande importance au respect de la vie privée des candidats et que nous travaillons conformément au RGPD. Et même si des photos sont prises pendant les journées, déjà, elles sont faites que si le candidat nous en donne l'autorisation et elles ne sont conservées que pendant une période autorisée ou alors jusqu'à ce qu'elle demande qu'elles soient effacées. Donc, concernant l'épreuve résidentielle, il faut savoir qu'il y a une partie théorique qui est composée de 30 questions à choix multiples. Donc, c'est des questions qui portent sur les exigences générales auxquelles doivent satisfaire le matériel et les installations, les mesures de protection contre les contacts directs ou indirects, les mesures de protection contre les surintensités, l'utilisation des conducteurs électriques et des canalisations, les mises en service d'appareils et d'équipements électriques. Alors, concernant l'épreuve pratique, cette année-ci, il y a une petite nouveauté, je vais y revenir juste après. Les candidats reçoivent un schéma unifilaire avec la liste de symboles et un schéma de position. Ils reçoivent tout le matériel pour réaliser l'installation et ils doivent choisir eux-mêmes le matériel en fonction du schéma dont ils disposent. Donc, en gros, c'est-à-dire que, par exemple, on peut mettre plusieurs types de disjoncteurs ou plusieurs types de minuterie et c'est à eux à choisir le matériel qu'il leur faut. Tous les câbles sont mis à disposition des candidats.
Il y a des filets souples ou rigides en fonction des sections dont ils ont besoin. Donc, ils peuvent faire le câblage des phases en souple ou en rigide. Voilà, conducteur souple uniquement pour la distribution des phases, hein, pas pour les canalisations. Dans ce cas-là, ils doivent utiliser des embouts. Quoique, dans les broignacages, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, les composants électriques, bon, ben voilà, c'est du classique, hein, commutateur, bouton poussoir, variateur, télérupteur, minuterie, sonnerie, prise semi-étanche, disjoncteur différentiel, les liens équipotentiels aussi. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent reconnaître leur matériel, connaître la fonction des composants nécessaires à ce qu'on leur demande et être capable de rechercher des données dans une fiche technique. Il y a également la réalisation d'un câble data. Alors, auparavant, ça comptait pour des points, mais on s'est rendu compte que beaucoup de candidats ne le faisaient pas, par manque de temps principalement. Et donc, cette année-ci, on a décidé de faire ça sous forme de bonus. Donc, ça ne rentrera plus dans la comptabilité totale. Donc, le candidat le fait s'il le veut. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas, ça n'aurait pas d'impact. Ce sera évalué, mais les points seront à part. Voilà, donc ça n'aura plus d'impact sur le résultat final. Donc, ce serait, excuse-moi, j'ajoute simplement, ce serait une évaluation, mais qualitative et pas quantitative dans la cote globale. Donc, il y aura de toute C'est façon ça. le point, voilà, le point sera repris, pardon, mais de manière qualitative. C'est ça, donc il sera repris dans le, pardon, dans le document d'assessment. La compétence continuera d'être évaluée, mais ce sera plus repris dans le total final. Ça comptait quand même pour une trentaine de points, ça représente un petit 10% du total de l'évaluation. En général, c'est pas ça qui fait pencher la balance, mais bon. Voilà. Donc, concernant l'épreuve pratique, les candidats sont libres de choisir leur méthode de travail. On leur donne un fil rouge, mais ils ne sont pas obligés de le suivre. C'est juste un ordre chronologique des étapes qu'on leur recommande. Les candidats ont accès aux fiches techniques du matériel et ils peuvent consulter leur téléphone, comme je l'ai dit tantôt. Alors, dans l'épreuve présidentielle, aussi bien qu'industrielle, il y a aussi une partie recherche de panne. Donc, il faut savoir que la recherche de panne s'effectue sur un panneau similaire à celui qu'ils sont en train de câbler. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure maximum, on appelle le candidat auprès d'un évaluateur séparé. On le met devant un tableau identique au sien. On simule des pannes avec des petits switches. Il y a 2 pannes et on lui demande de faire un diagnostic. Donc, en gros, il a un multimètre pour détecter la panne. Le but, c'est de lui donner le schéma, et de lui faire dire, d'après lui, où se trouve la panne. Donc, indiquer l'emplacement, dire qu'est-ce que ça peut être, un court-circuit, un fil coupé, et la manière d'y remédier. Voilà. En général, ça se passe vraiment pas trop mal. C'est un moment aussi où l'évaluateur explique un petit peu les règles de sécurité, hein, les fameuses règles d'or. Et tout ça se fait évidemment avec le matériel adéquat au niveau sécurité, donc les EPI sont mis à disposition. Alors, la nouveauté cette année pour l'épreuve résidentielle uniquement. Donc, on va demander aux professeurs de réaliser le schéma unifilaire avec leurs étudiants. Donc, on vous donne les infos. Sur base de ces infos, les candidats réalisent eux-mêmes le schéma unifilaire. Et quand ils arrivent à l'épreuve, ils nous le remettent. Évidemment, le schéma officiel leur sera donné le jour de l'épreuve pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens. Et ce schéma qu'ils nous remettront sera évalué, il sera apprécié, mais ça ne compte pas pour des points. Parce que voilà, c'est une première, c'est quelque chose qu'on teste maintenant. Le but de ça, en fait, c'est que les candidats soient mieux préparés. Donc, ils savent déjà ce qui va leur être demandé. Ça occasionnera probablement moins de stress et on verra un petit peu l'impact que ça aura, mais je pense que ça peut être positif. Donc, c'est peut-être intéressant maintenant de savoir un petit peu par rapport au professeur, si quelqu'un a une question par rapport à ça. Non? Oui, il y a une question. Oui. Oui, Ah. Thierry, C'était vous.
Oui, Ils peuvent réaliser le schéma via Tricker directement? ils peuvent faire comme ils veulent. Sur une feuille de Ils peuvent papier, via utiliser Tricker. Tricker? Oui, en fait, on n'a aucun desiderata propre. Donc, on laisse complètement libre. Ok. À la main, au crayon, au bic, sur ordinateur, Non, non. aucun souci. On prend Parce que absolument tout ce bon, qui... je sais pas si mes collègues le savent, mais c'est que toutes les écoles ont droit à avoir une licence Tricker gratuite, donc Mhm. autant en profiter, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Aucun desiderata Ok, spécifique. Voilà, voilà. ça va, merci. Et c'est le même principe pour l'évaluation, donc ce sera de manière qualitative, au même titre que la partie C'est ça, data qu'on a vue tout à l'heure. exactement. Donc, aucun point derrière ces schémas. Pas d'autres questions pour ce point? Non? Ok, on peut continuer alors Thierry. Donc, concernant l'évaluation, chaque évaluateur a un groupe de maximum 5 candidats. Et ces évaluateurs utilisent une grille de cotation. Je la passerai très superficiellement en revue juste après. Donc, encore une fois, les compétences qui sont prises en compte, c'est l'interprétation du schéma unifilaire, la connaissance du matériel, le respect des normes et des bonnes pratiques, RGE, le câblage, l'utilisation de l'outillage adéquat, la prise de mesure, la mise en service, la détection des problèmes dans leur propre installation et toujours l'utilisation des EPI adéquats. Donc, concernant la grille de cotation, voilà un item, c'est un exemple. Donc, en gros, il y a pour l'épreuve résidentielle, je pense, une cinquantaine de postes et les évaluateurs sont tenus de cocher la case qui correspond à la description. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, le candidat a placé les composants suivant l'ordre défini dans le schéma unifilaire. Alors, le candidat l'a fait oui sans aide, OK, là, il a le maximum des points. Il a été aidé une fois et puis c'est OK, là, il a encore 75% des points. Plusieurs aides et OK, là, il a juste la moitié. Et si vraiment après plusieurs aides ou qu'il ne fait pas, évidemment, là, c'est 0. Et donc, vous voyez que la cotation est quand même assez soft. Hein, on n'est vraiment pas là pour enfoncer les jeunes. Donc, concernant le document d'assessment, il y a 9 compétences qui sont reprises. Il y a une clé de répartition, donc en gros, la pratique compte pour 70% des points, la théorie 15% et la recherche de panne 15%. Donc ici, le graphique que vous voyez en bas à droite, c'est ce qu'on appelle le graphique en toile d'araignée. Hein. Donc toutes les compétences sont reprises et ça crée ce genre de dessin. Donc en fait, voilà, ça permet de voir un petit peu où se situe le candidat au niveau des compétences. Et donc ça, c'est ce que le candidat reçoit après. Voilà, donc après traitement des résultats, c'est envoyé au professeur et le professeur les remet aux étudiants. C'est ça, hein, Salvatrice, je pense. Oui, tout à fait. Oui, oui, OK. c'est bien ça. Et donc là, dans cet exemple que tu as montré, bien entendu, on voit que l'étudiant a fait une belle réalisation, parce que quand on voit les cotations, donc on voit bien hein, que c'est de l'ordre de 80 à 90%. Donc les points sont plus à l'extrême. Au plus les points sont vers l'intérieur, au plus il faut remédier, disons, à la compétence. C'est ça. Voilà, ça c'est pour faire simple. Donc ici, on Voilà. a vraiment un cas idéal d'un bon candidat. Ouais, mais c'est pas le seul. Hein. Ah oui, oui, non, non, mais de manière générale, c'est vrai qu'on a la plupart sont des très bons candidats. Ouais. Donc, il y a une liste d'outillage. C'est plus pour mémoire. Hein, elle est de toute façon disponible sur notre site web et je pense qu'elle fait partie des documents qui ont été envoyés aux professeurs. Donc, on insiste quand même pour que les étudiants aient l'outillage adéquat. Ça arrive encore très régulièrement, trop régulièrement, que des jeunes arrivent avec absolument rien. Et bon, voilà, c'est quand même pas l'idéal. Ils doivent emprunter du matériel à l'autre, c'est pas le bon. Enfin, donc, on insiste vraiment pour qu'à ce niveau-là, les choses soient faites. Donc, concernant l'épreuve résidentielle, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde si je vois quelqu'un qui active son micro, mais je ne pense pas, surtout pour les personnes ou les écoles qui intègrent l'électrobrine pour cette année-ci, pour la première année. Je pense peut-être à Verroué, peut-être. Est-ce que tout est clair pour vous? Alors, on ne OK. vous entend pas, votre micro est juste désactivé.
Oui, hein, pour moi, c'est clair. Pour le moment, tout est clair. Ok, Ok. super. Par contre, j'ai une question. Les élèves, quand ils se sont inscrits, ils doivent passer une des épreuves ou les deux épreuves? C'est au choix, une des deux. Après, s'ils veulent passer les deux, ils peuvent, hein, mais ce ne sera pas la même journée. Ok. Ils devront Ouais. s'inscrire sur 2 jours différents. Merci. De rien. Maintenant, Thierry, tu acceptes qu'ils aillent, s'ils n'ont pas leur matériel, qu'ils empruntent le matériel d'un autre? C'est une Parce question que délicate. bon, C'est une question délicate. En fait, moi, enfin, de manière générale, Volta n'a pas envie de renvoyer un étudiant chez lui parce qu'il n'a pas de matériel. Voilà. Donc, si jamais ok. il arrive à s'arranger avec un de ses collègues et que Hmm. on lui prête le matériel adéquat, à la limite, pourquoi pas? Mais ils doivent s'arranger entre eux. Hmm. Voilà. Ouais, parce que chez moi, en examen, c'est non, hein. Oui, je sais. Ils n'ont pas leur matos, désolé, ils ne présentent pas. Maintenant, bon, enfin, je sais pas si les autres formateurs font comme moi quand moi j'accompagne, ben, je vérifie quand même toujours avant s'ils ont leur matériel aussi, hein, parce que bon, Ouais, et ouais, de ouais. temps en temps, bon, parce que je prends le cas par exemple des lunettes, hein, tu parlais des lunettes tout à l'heure, qui avant, comme tu disais, c'était flou parce que on demandait de mettre les lunettes qu'au moment où on raccordait le coffret. Et donc maintenant, apparemment, ils les mettent tout le temps. Ça ne me dérange pas. Et bon, je prends l'exemple des lunettes. Souvent, ils les oublient. Ben, moi, j'ai toujours 3-4 paires de lunettes avec moi. Comme j'ai 3-4 multimètres avec moi pour être sûr qu'ils aient leur matériel, quoi, hein. Ouais, Je ouais, pense tout que à fait. c'est aussi à nous d'être un peu prévoyants, quoi, hein. Mais c'est exactement le but de ce briefing, en fait, hein, c'est de conscientiser les professeurs et accompagnateurs sur le fait que les élèves doivent être préparés de manière générale, ça se passe plutôt bien, hein. Mais c'est vrai que parfois, on a des candidats qui arrivent et qui ne savent même pas ce qui les attend. Ils Mm. arrivent, on m'a dit de venir ici et je ne sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, ce genre de choses-là, ça fait toujours un peu, ça fait toujours un Ouais, peu bizarre, quoi. Euh, je voudrais aussi dire un truc par expérience. L'expérience qu'on a vécue l'année passée était un petit peu perturbante vis-à-vis des jurys. Tu parlais du jury tout à l'heure. Euh, on a eu plusieurs jeunes, si tu te souviens. Non, c'était pas l'année passée, c'était il y a 2 ans à Dinan. On a eu plusieurs jeunes qui ont été déstabilisés par un matériel qui ne fonctionnait pas, hein, une minuterie ou un contacteur ou un télérupteur qui ne fonctionnait pas. Et le jury, malheureusement, euh, enfin, voilà, l'a plus perturbé qu'autre chose, quoi. Parce que le montage, le gamin était certain qu'il était bon. Et Mhm. puis, bon, moi, je me souviens de ça. Le jury est arrivé. Il n'a pas regardé le montage. Il a dit, bah, écoute, vérifie. Et le gamin a commencé, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils sont quand même dans un état un peu de Ouais, stress. ouais, ouais, Ils ne tout sont à pas fait. habitués à ce genre de choses. Ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, hein. Alors, effectivement, certains formateurs les ont préparés, d'autres pas. Et donc, ils sont quand même dans une hein, assez compliquée. Et Ouais, donc, ouais, tout à c'est assez fait. stressant. Et donc, si le jury rajoute encore du stress, je vois encore dans l'épreuve industrielle, le gamin qui a perdu pied, il a tout démonté, et puis il savait plus où il en était. Et finalement, c'était un problème technique, c'était pas un problème de sa part. Et donc, faire attention à ça, je pense que le jury, quand vient contrôler, mais je pense qu'il est quand même assez optionnel pour voir si le montage est juste ou pas, hein, et alors de dire, bah, attends, non, ok, ton montage a l'air juste, c'est sûrement la minuterie, parce que tu le sais bien, ça arrive de temps en temps Ouais, ouais, tout à qu'on fait. est, vous ne derrière plus. Voilà, ça peut arriver. Donc, je pense que briefer les jurys là-dessus, donc tu sais que j'ai été jury aussi, Oui, tout à fait. et donc pour eux, c'est un moment où quand le jury arrive et que la personne vient près d'eux et qui dit ouais, non, ça ne fonctionne pas, ben, contrôle, vérifie. Alors le gars, ben, bon, il est quasiment certain de son montage, alors il commence à paniquer et finalement il fait des erreurs
qui n'aurait pas fait, quoi. Tu vois, alors que c'est Ouais. l'appareil qui ne fonctionne pas. Ouais, Voilà. tout à fait, je comprends. Euh, on briefe les candidats le matin quand ils arrivent, hein. On leur dit que quand un composant ne fonctionne pas, ils demandent soit à leur évaluateur, soit à moi. Donc, je veux dire, si vraiment ils ont un doute, ils peuvent toujours s'adresser à moi, hein. Il y a aucun problème. Et à ce moment-là, on a du matériel de réserve et on le donne tout de suite. Voilà, je veux dire, le matériel, pour nous, c'est du consommable, hein, pardon. C'est du consommable. Oui, mais tu vois, on rechine pas, quoi. avant de dire aux jeunes, ben, vérifie ton installation, je pense que le jury, bon, il a quand même monté des télérupteurs, il doit quand même vite voir si le montage a l'air correct ou pas. Maintenant, s'il Ouais. voit qu'il y a une erreur dans le montage, ok, mon grand, bon, ok, il voit qu'il n'a pas, allez, je sais pas, moi, il a mis le bouton poussoir sur le contact et pas sur la bobine. Bon, il le voit, bon, écoute, là, tu as une erreur de montage. Mais s'il constate qu'effectivement son montage est bon, ben, voilà, qu'il ne le laisse pas dans le doute. Et bon, ben, écoute, grand, voilà, attends, on va peut-être essayer une autre musique. Il y en a qui l'ont fait, hein, il y en a que j'ai vu qu'ils le faisaient bien, que ça s'est très bien passé. Mais je te dis, par expérience, j'en ai vu un une fois, il a perdu pied complet et le gamin, il savait plus ce qu'il devait faire. Et est-ce que tu te souviens de quel évaluateur c'était? Donc voilà, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Ok. Ouais, Bah, je Oh, je ne voudrais. sais plus, On peut peut-être non, en je me souviens que discuter c'était à après, hein, Dinan il y par a rapport 2 à ans. ça. Oui. Oui, Mais maintenant, on peut toujours de nouveau briefer encore le matin aussi les évaluateurs, hein. On garde ça bien en tête et on peut de nouveau signaler aux évaluateurs qu'avant de faire tout démonter, la partie de l'installation, qu'ils vérifient quand même si l'interrupteur, enfin, si le composant fonctionne en tout cas. Si ce n'est pas un problème plus de composants que de oui, montage. voilà, ouais. c'est ça. On Ouais. peut en tenir compte en tout cas. Mais merci pour Ouais. l'intervention, pour la remarque. Pas de Je voudrais rien. rebondir sur l'outillage. C'est Sobru Laurent, l'homme invisible. Il n'y a qu'une chose, moi, qui m'embête un peu de faire acheter par les élèves, c'est les pinces à sertir et les pinces en bout, les pinces à cosse. Parce que ça, je trouve que c'est une dépense quand même qui est inutile pour eux à l'heure actuelle. Donc là, moi, j'autorise de faire le passage d'une pince à l'autre d'élève en Oui, élève, quoi. Parce que ça, c'est oui, quand oui, même oui, oui. pas Il n'y a pas de primordial. problème. Il n'y a pas de problème. Et alors, par contre, pour... oui, Un mail. oui, Elles n'auront plus pas de le copier par email. je n'ai pas compris. Oui, je viens de te l'envoyer. Alors, on a une personne qui intervient, mais on ne comprend pas bien exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ça a à voir avec Electrobrain ou pas? Ah, du coup, je n'entends plus rien. Ah, voilà. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a un micro qui est actif chez quelqu'un et qu'il y a personne derrière qui parle, je ne sais pas. Moi, j'ai personne à la maison, je suis tout seul. Donc, Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro actif. oui, le mien. Si on parce que peut je peut-être peux juste le parler. désactiver. Je veux bien le désactiver. OK. Donc, peut-être Thierry, reprendre par rapport aux pinces à sertir. Donc, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, de manière générale, on n'a rien contre le fait que les élèves se prêtent du matériel, hein. Mais les pinces à sertir, encore plus, il n'y a aucun souci avec ça, hein. Dire voilà, on ne va jamais empêcher un élève de prêter son matériel à un autre. Je sais que ça coûte cher. On en a même Je quelques-unes. pense qu'il faut être clair au niveau de l'école. Comme maintenant, moi, à l'école, ils savent qu'ils peuvent se prêter les pinces à sertir, c'est tout. Le reste, Voilà. ils ont leur outillage. Par OK. contre, il y avait autre chose que je voulais rebondir par rapport aux examinateurs là, que monsieur avait relevé tantôt. Il y a quelque chose de très simple au niveau de la correction, c'est qu'on s'est arrivé très facilement dans un exercice à dire c'est ça qui ne marche pas. Et alors, on peut tester tout le reste de l'exercice et dire à l'élève qu'il n'y a que cette partie-là à vérifier, que ce soit le matériel ou que ce soit sa pose ou son câblage. Oui. C'est jamais un exercice complet qui ne fonctionne pas, ou alors il n'y a vraiment pas de chance, quoi. Mais c'est exactement le but, des évaluateurs. Normalement, c'est exactement ça qu'ils doivent faire, hein. C'est vraiment cibler, les problèmes, du candidat, quand problème il y a et en principe, je dis bien en principe, ils sont censés le voir même avant. Normalement, l'évaluateur doit rester en permanence, à côté de ses candidats. Bon, il ne sait pas être en même temps sur les 5, c'est évident,
mais il doit avoir l'œil qui traîne sur l'ensemble de ses candidats et détecter les erreurs, je dirais, au moment ou juste après qu'elles soient commises. Le but, c'est d'éviter de se retrouver devant un tableau qui ne fonctionne pas au moment où on le met sous tension. Parce qu'évidemment, c'est souvent la fin de la journée, le candidat est stressé, fatigué aussi, l'évaluateur aussi. Et donc, si jamais il a l'occasion de voir la panne au moment où, enfin l'erreur au moment où elle se crée, c'est là qu'il est censé intervenir, hein. On les brief là-dessus. Oui, et puis n'oublions pas que logiquement, le jeune est censé avoir un appareil qui fonctionne. Donc lui, dans sa tête, il ne pense pas nécessairement que l'appareil ne fonctionne pas. C'est censé être un nouveau télérupteur ou une nouvelle minuterie. On est dans une nouvelle installation, donc il est censé avoir un matériel fonctionnel. Et Oui, c'est là après, qu'il est souvent déstabilisé. je les brief personnellement, moi, le matin, Hmm, hein, à ce sujet-là, hein. Donc, je leur explique que le hmm. matériel qu'ils ont n'est pas neuf et qu'il est possible qu'il ne fonctionne pas et que dans ce cas-là, ils demandent à leur évaluateur ou à moi du matériel nouveau. Mais ils sont conscientisés de ce fait-là. Ils savent que ce n'est pas du matériel neuf, hein. Oui, ok. Et l'évaluation, pour compléter, l'évaluation se fait bien en continu pendant toute la journée. Donc l'évaluateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne vient pas juste à la fin du montage C'est pour ça. faire la Hmm. mise sous tension, mais bien pendant toute la journée, l'évaluateur est là pour voir et aussi pour aider, le cas échéant, le candidat, bien entendu. Exactement. OK. Donc, je vais passer en revue les preuves industrielles. En gros, au niveau du fonctionnement, c'est le même principe. Donc, aussi un questionnaire QCM avec 30 questions qui reprend également les mêmes principes que pour le résidentiel. Donc, les mesures de protection, l'utilisation du conducteur, quelques questions sur les machines tournantes et les champs tournants, les mesures de protection, le fonctionnement de certains composants propres à l'industrie. Donc, également, tous les composants sont mis à disposition du candidat, à l'exception des outils, encore une fois. Et les étudiants doivent choisir eux-mêmes le matériel en fonction de certaines infos. Par exemple, il y a 2 disjoncteurs moteurs dans leur boîte. Il y en a un qui correspond à la gamme de fonctionnement du moteur, l'autre pas. Ils doivent choisir le bon. Donc, ça demande la connaissance du câblage et de la lecture de schéma. Donc, c'est un schéma de type industriel, hein. Donc, c'est un démarrage moteur direct avec inversion de sens, donc une commande classique 24 volts avec circuit de commande et circuit de puissance. On n'emploie pas de régulateur de vitesse, pas cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou à voir encore. Et donc, tout ça est basé sur un schéma qu'il aurait remis. Donc, pour l'industriel, on ne demande pas cette année de faire le schéma en classe parce que en fonction des profils formation, normalement, en industrie, les candidats ne sont pas censés devoir établir des schémas eux-mêmes. Ils sont censés pouvoir les lire. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être débattu dans le futur, mais pour l'instant, c'est comme ça. Également, un câblage data, exactement le même principe que pour le résidentiel, donc forme bonus, voilà, et ils reçoivent le mode d'emploi. Donc, ils reçoivent exactement ce que vous avez sous les yeux, tout le mode opératoire. Ils reçoivent les outils et on n'hésite jamais à leur donner les infos si jamais ils ont des questions. Également, recherche de panne, donc basé sur le même principe que pour le résidentiel. Donc, le panneau qu'ils ont devant les yeux est similaire à celui qu'ils sont en train de câbler. On simule 2 pannes et même principe, ils doivent montrer sur le schéma où ils pensent que la panne se trouve, quelle peut en être la cause et les manières de la résoudre. Donc, comme pour le résidentiel, nous attendons d'eux qu'ils puissent reconnaître le matériel, connaître le rôle des composants, être capable de rechercher des données dans une fiche technique et être capable de paramétrer un composant. Donc, paramétrer, c'est des paramétrages de composants simples, c'est-à-dire un disjoncteur moteur, c'est régler le seuil de déclenchement sur le courant nominal ou des choses comme ça.
Donc, ils reçoivent le schéma. Ils ont un schéma de position aussi. Et donc, ils savent juste savoir lire et utiliser ce schéma-là. Voilà. À droite, vous avez l'exemple d'un coffret industriel. Il y a toute une partie qui est pré-câblée. Donc, toute la partie distribution de courant est déjà faite. Le moteur est câblé aussi. Donc, c'est vraiment juste la partie circuit de commande et circuit de puissance jusqu'au borné. Donc, comme pour le résidentiel, c'est 5 candidats par évaluateur maximum. La grille de cotation est spécifique à cette épreuve-là. Et les compétences qui sont prises en compte sont l'interprétation du schéma, connaissance du matériel, le respect des normes, le câblage, les outils, prise de mesure, la mise en service, la détection des problèmes dans leur propre installation, la recherche des pannes et les règles de sécurité. Exactement comme pour le résidentiel, le candidat reçoit un graphique, ce qui fait partie du document d'assessment. Voilà, et donc le but, c'est de les mettre dans une situation le plus proche du réel, avec les EPI adaptés, et ils sont de toute façon encadrés par l'évaluateur au moment où il y a des risques qui peuvent se présenter. Voilà, voilà. Je sais que j'ai survolé la partie industrielle, mais c'est parce que c'est extrêmement redondant avec la partie résidentielle. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être plus techniques de la part d'entre vous. Donc, pas de questions spéciales. Ils peuvent utiliser le smartphone aussi. Ouais. Il n'y a que ça, autrement. Très Ils clair, peuvent, merci. ils peuvent utiliser le smartphone, ils peuvent faire, en fait, ils gèrent leur temps eux-mêmes, en fait, hein. Donc, c'est-à-dire, si jamais ils veulent faire une pause en plein milieu de leur travail, ils font la pause, en fait. Il n'y a personne qui va leur dire non. Voilà. Ils gèrent leur temps. Après, évidemment, s'ils passent la moitié de la journée dehors et qu'ils n'arrivent pas à la fin de la journée, bon, ben, voilà, ce sera tant pis pour eux. Mais on n'est pas là pour les chaperonner, en fait. On est juste là pour les évaluer et les guider. Au niveau du comportement, ils restent libres. De toute façon, on n'a aucun droit sur eux non plus, hein. Très bien, très bien. Ce qui est important aussi pendant la journée, c'est qu'il y ait d'office un accompagnateur de l'école ou du centre. Donc, il faut de toute façon une personne qui reste là la journée au cas où, bon, ça peut arriver hein, qu'un jeune soit ou trop stressé ou pas bien, enfin voilà. Mais il y a une question de responsabilité aussi au niveau du centre et au niveau de l'école. Donc, il faut de toute façon qu'il y ait un accompagnateur pardon, qui reste sur site. Est-ce qu'il y a, quand vous parlez des accompagnateurs, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux? Je sais qu'à l'époque, on a encore eu des genres de mini-formations au niveau de l'OLED ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu ou s'il y aura maintenant. Non, plus maintenant, non. C'était tellement compliqué à mettre en Non. œuvre. Et il y avait parfois tellement peu de monde qu'on a arrêté parce que il y avait parfois une personne qui était là, parfois deux maximum. Et, ça nous coûtait quand même fort cher pour très peu de monde. Oui, parce qu'on faisait Malheureusement. appel à un expert, un Ouais. externe. Par contre, cette année-ci, on compte discuter. Donc, le conseiller donc, qui sera sur place, en dehors de Thierry, qui est plutôt pour la partie pratique, bien entendu. Il y a toujours un conseiller de Volta. On va plutôt aborder justement la partie du rapport statistique au niveau de l'électrobrain. On va un petit peu discuter par rapport à ce rapport qu'on fait annuellement. Voilà, comment est-ce que vous en prenez connaissance? Est-ce que vous y travaillez avec vos étudiants et des choses comme ça? Donc, on va plutôt aborder cette thématique autour de l'électrobrain avec les accompagnateurs qui seront sur place. Et est-ce que vous pensez dans le futur, on en a déjà parlé l'année passée, de passer l'épreuve résidentielle en 5e année et pas en 6e? Alors, Parce que on y réfléchit. enfin, les UA qu'on nous demande Oui. de réaliser, ben, c'est plus une épreuve ciblée fin de 5e que ça. On peut l'utiliser en remédiation, je veux dire en 6e pour des élèves qui ne l'auraient pas obtenu en 5e. Mais comme on doit inscrire toute la classe, c'est parfois pas pratique non plus. Et c'est plus ciblé 5e maintenant, je vais dire, cette épreuve-là, qu'on pourrait quasi la mettre dans l'UA5.
Donc, c'est une réflexion qu'on a ici, effectivement, en interne depuis maintenant 2 ans, hein, parce que c'est avec le changement, justement, du programme. Voilà, c'est pas encore pour cette année-ci, mais c'est quelque chose qu'on y réfléchit, effectivement, par rapport aux 5e année. Merci. J'ai plus de questions. Ok. Donc, pour faire clair, hein, comme ça on est bien d'accord par rapport à l'épreuve théorique, vous allez recevoir donc avec, je dirais, tout ce qu'il y a autour du RGPD, vous allez recevoir des codes d'accès individuels par étudiant. Chaque étudiant recevra son mot de passe et, que je ne dise pas de bêtises, Thierry, et l'école recevra par courrier Tout à fait. un autre code. Donc, c'est vraiment en 2 phases. Donc, on n'envoie pas le code d'accès et le nom du jeune, mais ça se fait en deux étapes. Donc, vous recevez tout au niveau de l'école. Donc, bien faire attention au niveau de l'enveloppe qui arrivera chez vous. Donc, vous aurez accès à cette plateforme. Ils ont, je pense, si je ne dis pas de bêtises, Thierry, 1 heure pour faire le test. Ouais. Justement, par rapport au test théorique, peut-être préciser comment ça fonctionne au niveau de la plateforme. Je pense qu'ils peuvent skipper une question, mais y revenir à la fin. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, ils ont Oui. 30 questions. S'il y en a Il y a une, 30 voilà, questions, oui, oui, tout à fait. Ils peuvent la skipper et ils passent à la question suivante. Et quand ils ont fait le tour de tout ce qu'ils ont, enfin, qu'ils n'ont pas skippé, ce qu'ils ont skippé revient au fur et à mesure, voilà, et jusqu'à ce que le temps écoulé soit un parti soit écoulé. Voilà, comme ça, c'est bien de le préciser aussi, qu'ils ne perdent pas trop de temps sur une question, voilà, qui ne connaissent pas la réponse et qui peuvent continuer, et puis quitte à la reprendre en fin de test. Et de toute façon, une fois que l'heure est passée, il sort de la plateforme. Donc, voilà, C'est ça. c'est quand même, il y a un timing derrière. Donc ça, c'est par rapport à l'épreuve. Donc, vraiment essayer qu'elle soit faite au plus tard 1 semaine avant, parce que c'est important. Par rapport à l'extraction après des résultats. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Puis le schéma, donc voilà, donc bien le réaliser aussi. Ils doivent venir avec. Alors, au niveau du schéma électrique, quand ils se présentent le jour même, ils doivent le remettre à leur évaluateur qu'on aura bien déterminé. Donc, le matin, on va bien dire tel jeune va chez tel évaluateur. C'est à son évaluateur. Donc, inutile de donner comme ça les schémas à Thierry ou à moi ou à un conseiller. Ils devront bien le donner à leur propre évaluateur qui sera désigné. Donc, qu'ils le gardent et on dira bien à quel moment ils devront donner leur schéma électrique. Et qu'ils mettent bien leur nom dessus aussi. Oui, bien entendu, c'est vrai. C'est vrai que j'y ai même pas pensé, mais bien le nom de l'école et le nom du candidat. J'ai Voilà. quelques questions. Oui, Apparemment, mes élèves doivent passer l'épreuve jeudi prochain, c'est le possible, oui. 25 janvier, Mhm. à Avenue de Marly, je pense. Oui, c'est C'est ça, chez nous, c'est oui. chez nous, oui. Je suis malade, moi, ici, jusque jeudi, donc je reprends les cours vendredi. J'ai déjà prévenu les élèves qui devraient présenter l'épreuve sur ordinateur vendredi. Mais entre vendredi et jeudi, j'ai pas une semaine. Donc, C'est pas grave, grave. hein. Du moment que c'est fait, voilà, nous, on donne 1 semaine. Maintenant, si vous le faites 2 jours avant ou la veille, mais du moment que le problème, c'est qu'on a laissé la liberté l'année passée ou il y a 2 ans de pouvoir le faire, même voire après. Le problème, c'est qu'après, ils ne le font plus. Et nous, ou soit en retard, mais nous, on doit essayer de collecter les résultats le plus vite possible pour les communiquer le plus vite possible aussi au niveau des écoles et des centres. C'est juste une question, voilà. On a testé, ça n'a pas spécialement bien fonctionné, donc on revient en disant, OK, mais si c'est la veille, c'est la veille, il n'y a pas de souci. Et alors, les informations pour que les élèves puissent réaliser le schéma unifilaire, on les reçoit quand? Voilà. Thierry? En principe, elles sont censées avoir été déjà fournies, hein. Ok. Donc, c'est Alors, toujours à la personne qui a inscrit les candidats, si je ne me trompe pas, qu'on envoie les informations par mail. Oui, il m'a envoyé comme information que les élèves, enfin, qu'il a le mot de passe des élèves, mais il m'a pas donné d'informations pour un dossier. Mais il faut que je vérifie. Je vous dis, je suis sous certificat médical et vendredi, donc je. en gros, c'est une page Oui, écrite où les différents circuits sont décrits. Donc voilà, on dit circuit A est composé de ceci, circuit B est composé de ceci, avec un disjoncteur de tel type. Et sur base de ça, normalement, on sait faire un schéma unifilaire. Alors, si jamais ça n'a pas été transmis,
Je vais poser la question à Antonia, mais je pense que ça a été fait, mais je vais vérifier avec Antonia Ouais, tous les documents qui ont été envoyés. Et je sais que l'enveloppe est partie, en tout Ah cas oui, avec les mots de passe, ça je suis certaine, parce que c'était la semaine passée ça oui. que ça a été fait. Donc l'enveloppe est certainement chez vous. Maintenant, par rapport au schéma, je vais quand même vérifier avec Antonia. Donc, c'est pas un schéma qu'on a envoyé, hein, c'est un descriptif. Hein. Oui, pardon, le descriptif, pardon. Mais moi, je n'ai rien reçu non plus, hein, Thierry. Moi, j'ai rien Bon. vu. On a reçu l'enveloppe avec les documents, hein, donc les mots de Ok. passe, tout ça, mais je n'ai pas vu passer de mail concernant, puisque bon, c'est directement par moi que ça passe, et je n'ai rien vu. Donc, je sais pas. Ok. Et Je c'est vais aussi aller. pour la semaine prochaine pour vous? Comment? C'est aussi pour le 25? Vous êtes aussi concerné Ah pour le non, non, 25? non, c'est au mois de février, nous autres. Ah d'accord, ok, ok. On est repris le 21 février, nous autres. D'accord, ok. Mais on va demander directement à Antonia aussi, on va poser la question. Ouais, Donc, ça, on va s'en occuper parce que s'il y a un souci, à ce moment-là, j'envoie moi-même le descriptif Oui. Voilà. Ouais. ouais, parce que je te dis, j'ai rapidement. pas de. Enfin, je n'ai pas vu. Je te dis que si c'est Antonia qui l'a envoyé. Oui. Attends. On va vérifier ça de toute façon directement dès qu'on a Donc, terminé. moi, la dernière chose que j'ai eue Je vais téléphoner à d'Antonia, Antonia. la dernière chose que j'ai eue d'Antonia, c'est le nom de mes apprenants, l'endroit et la date où ils doivent se rendre, et, et c'est tout. À moins que, attends, je vois ici, c'est quoi ça? Ah si, désolé. Effectivement, description pour schéma unifilaire. Ça met, ah oui, voilà. Et moi, j'ai cru que c'était, désolé, je suis fautif. Il est Euh, parti je- avec quel mail? Comme ça, on le sait pour les autres également. Ah, écoute, il est parti avec le mail. Moi, c'est un mail qui date du 8 du 1. Le titre, Euh, qu'est-ce qu'il est mis dans le le titre? titre, qu'est-ce qu'il est mis? Euh, Qu'est-ce qu'il est mis? Electrobrain 2023-2024, Centre IFA-PME de Namur, pour la date du 21 du 2 2024, Forum Dinan Logging. Ah, c'est les Euh, logins alors. Voilà, c'est le mail avec les logins. c'est le mail avec les loggings, voilà. Voilà, comme ça les autres le savent aussi. Et en fait, quand moi j'ai vu ça, je me dis, bah tiens, pourquoi est-ce qu'il m'envoie la liste des circuits? Je les ai, je les connais. Mais c'est pas Oui. grave. C'était Attention, ça. ça a un peu changé cette année. Hein. Donc, il y a le nouveau RGIE qui est sorti. Oui, oui. Et donc, en gros, on a dû mettre un différentiel 4 pôles à la place du 2 pôles avant en 30 millions. Et donc, la répartition des circuits a changé aussi parce que il y a tout un tas de circuits qui devaient être pris sur le 30 milli maintenant. Donc, ce n'est plus le même schéma qu'avant. Alors, il y a pas de modification fondamentale, mais c'est plus Uh-huh. exactement le même. Oui, 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 ok. Et donc, oui, les annotations, c'est CCA ou ECA doivent être conformes pour les câbles. Oui, c'est ça, ok, je vois Ouais, maintenant. voilà. Moi, Concernant les. je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il me renvoie les circuits? Je les connaissais, mais non, effectivement, j'ai été trop vite. C'était début d'année, hein, il fallait le temps qu'on redémarre. Mais heureusement, mais ça bien, heureusement que cette réunion a eu lieu. On va s'en occuper. Ça va? Ok. Est-ce qu'il y avait une autre question de Monsieur El Kababi? Ah, je crois qu'il en. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je pense qu'il y avait encore peut-être des questions de votre côté. Non. Si Voilà. j'en ai, je ne peux pas vous les donner. J'ai regardé le mail, où j'ai trouvé le chef d'atelier m'a transféré le mail avec les logins des élèves. Mais dedans, je ne vois pas les modalités pour le schéma unifilaire. J'ai, via ce lien à l'épreuve, les modalités pratiques. Nous avons répertorié les outils nécessaires à la préparation des candidats. Mais je ne vois pas Vous les n'a- vous n'a- informations. vous n'avez pas un PDF? Parce qu'il y a un PDF au-dessus normalement. Description pour schéma unifilaire. Il Moi, faut j'ai voir un PDF. il faut voir s'il a Non. transféré le mail. Attention, Ah, s'il n'a pas transféré, vous perdez la tâche. Hein. ah, Voilà. Ça, c'est possible. C'est le chef d'atelier qui me l'a qui l'a transféré et sans pièce jointe apparemment. parce que voilà, le voilà, je l'ai ici. Voilà. OK.
Donc, Athénée Royal Verroué. Je vais de toute façon demander de vous le renvoyer à votre Ouais. adresse mail, hein, Monsieur El Gawabi. Donc, c'est bien MO. Enfin, est-ce que je peux dire votre adresse mail? Ça ne vous dérange pas? Oui, Mais écoute, on peut peut-être couper l'enregistrement, ça va, parce que Ah oui, maintenant, oui, c'est vrai, plus. c'est vrai. Oui, c'est juste, tu as raison. Vous attendez, je vous envoie un mail à Salvatrice Tranchina. Voilà, oui, si vous voulez bien. C'est bizarre parce que je lis votre nom depuis des années dans les mails et Oui. c'est la première fois que je vous vois. Ah ben voilà, mais très bien. Attention qu'il y a Antonia et Salvatrice. Oui. On est deux dans la maison. Mais effectivement, voilà, je pense, on va d'abord voir s'il y a encore des questions et puis on fait ça par mail, comme ça, il n'y a pas de souci par rapport aux adresses. Je vais le faire nécessaire pour vous l'envoyer. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions avant de clôturer? Bon, clairement, Thierry est toujours à votre disposition, hein, donc là, il n'y a aucun problème. Vous avez ses coordonnées. Vous pouvez toujours le contacter pour l'une ou l'autre chose. Par contre, tu parlais, Thierry, d'un différentiel 30 milli tétra. Pourquoi tétra? Regardez l'équilibre des phases. Parce que sinon, on devait se contenter d'utiliser 2 phases sur les 3, tout simplement. Ouais, je comprends pas trop bien. Mais c'est pas grave. Bah, quand le schéma est réalisé, ce sera plus simple. Ouais, parce que dans le RGE, la nouvelle règle, c'est un différentiel 30 milli par 8 circuits. Oui, bon, on n'en a pas 8, hein, là, des circuits. Oui, c'est ça, oui. Mais donc, il y a le 30 milli en plus du 300, mais je vois pas pourquoi le tétra. Mais... Bah, parce que sinon, si on gardait un différentiel mono 30 milli, on devait mettre quasiment tous les circuits sur un seul. mais je comprends parce qu'on n'est qu'avec un coffret, une rangée, quoi. C'est ça. Ouais. On a deux rangées. Et comme on demande au candidat d'équilibrer les phases, si on ne laisse pas le choix, à ce moment-là, voilà. Très bien. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais arrêter l'enregistrement, si on est bien d'accord pour tout le monde. Oui, OK. Voilà, ben, un tout grand merci.